67 à Grenoble, journaliste sportif, animateur de radio et de télévision. Il intègre le groupe France Télévisions en 90. C'est Patrick Chêne qui signe son premier contrat. Il a couvert tous les événements sportifs mondiaux, la Coupe du monde de foot, le Tour de France, le Tour de la Destination, Roland-Garros, tous les JO depuis Sydney en 2000. Des milliers d'heures d'antenne sur France 2 et sur France 3. Son obsession était de faire de la télé. Dès l'âge de 12 ans, il créa ses propres émissions. Il adorait les émissions de variété de Mariti et Gilbert Carpentier. De 2005 à 2016, il présente l'émission Village Départ durant toute la durée du Tour de France. Et en 2017, il succède à Gérard Rolls dans l'émission Vélo Club. En 2010, l'association des écrivains sportifs le désigne meilleur commentateur sportif de l'année pour son respect des règles de la langue française. Sa grande fierté en 2017, son documentaire sur Michel Sardou, son idole, dont il connaît par cœur toutes les chansons, il y en a plus de 400. Son dernier livre, Sport et Émotion, est sorti fin 2020, 97 photos sportives exceptionnelles qui mettent en scène des exploits et des déconvenus des plus grands athlètes. Il adore parler aux gens, il aime bien partager, il aime transmettre et surtout, il déteste la routine. Nous sommes ravis aujourd'hui, Laurent Luyat, de te recevoir avec nous, parmi nous. Je sais qu'aujourd'hui, tu travailles, donc c'est 45 minutes qui vont passer très vite. Juste, tu as une formation, tu as un bac S, tu es autodidacte. Aujourd'hui, Oui, comment on devient journaliste quand on est autodidacte? c'est vrai que moi, à mon époque, si je puis dire, donc c'était fin des années 80, il y avait un peu les deux en fait. Il y avait à la fois des journalistes qui sortaient d'école et des journalistes comme moi qui apprenaient sur le tas. Ce que j'ai fait en commençant dans la presse écrite au Progrès, j'étais pigiste. J'avais une mobilette à l'époque et j'allais couvrir les matchs, mais j'avais 18 ans, hein, des matchs de foot de promotion d'honneur régionale, la 4e division de hand féminin, enfin, etc. Puis après, j'ai commencé vraiment à la radio, à France Bleu à Grenoble en 87. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un journaliste qui ne sort pas d'école, sur le tas, c'est compliqué, je pense, pour lui. Maintenant, il y a tellement d'écoles de journalisme et puis il y a tellement de journalistes de ces écoles qui frappent à la porte que généralement les médias piochent dedans. D'accord. Alors, Voilà. Laurent, aujourd'hui, quand on parle de journalisme, il y a forcément, ça résonne en nous. Il y a des sons, enfin des voix qu'on connaît. On en a cité quelques-uns, là, Thierry Gilardi, Nelson Montfort, Thierry Roland, Roger Coudert et Charles Ouais. Bietri. C'est les voix de notre jeunesse. Est-ce qu'il y a un journaliste qui t'a inspiré pour te lancer dans… Non. J'avoue que j'ai pas de journaliste qui m'a vraiment. Alors, si, je dois dire quand même que Gérard Rolls, en fait, ce qui m'a toujours inspiré, d'ailleurs, je lui ai dit assez souvent, c'était son naturel, en fait. C'est-à-dire que Gérard, il présentait pour la première fois, je voyais un présentateur, comme De Chavannes a pu l'être, par exemple, dans l'animation, décontracté, quand il faisait le Dakar, quand il faisait Roland-Garros, il a toujours été naturel. Voilà. Et puis à parler aux gens, à leur parler comme on parle dans la vie. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été une source d'inspiration. Et d'ailleurs, je pense on se rapproche un petit peu d'ailleurs tous les deux à ce niveau-là. Voilà, on essaye d'être le plus naturel, le plus décontracté possible. C'est que du sport, il n'y a rien de sérieux en fait. On a la chance justement de couvrir des spectacles sportifs, de parler de choses très positives dans l'ensemble à 90%. Donc il n'y a pas de raison d'être sérieux, voilà, et coincé. Donc lui, Alors, effectivement. Puis après, il y a eu, alors, vous citiez Thierry Roland, que j'ai bien connu aussi, qui était super sympa, qui a même tourné dans mon clip, hein, un clip un oui, peu délirant que j'avais fait il y a une dizaine d'années. c'est vrai. Aujourd'hui, il y a deux types de journalistes. Il y a celui qui est clivant, le Patrick Montel, qu'on aime, qu'on déteste, mais qui sait communiquer une passion. Et puis, toi, aujourd'hui, tu es plutôt quelqu'un de très bienveillant, beaucoup dans la rondeur. Est-ce qu'aujourd'hui, pour exister, est-ce qu'il faut être plutôt dans la bienveillance ou plutôt dans l'excès? Alors, moi j'aime bien les gens qui sont pas lisses. Alors, j'espère ne pas l'être trop non plus, bien que bienveillant, c'est vrai. C'est vrai qu'alors les gens, le public me voit toujours comme quelqu'un de sympa, gentil, bienveillant. Effectivement, si ça m'arrive de ne pas l'être,
les gens sont surpris en fait. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas toi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi d'être un peu rentre dedans. Mais c'est vrai que vous citiez le cas de Montel, moi j'aimais bien justement ses commentaires parce que il n'était pas consensuel. On aime ou on n'aime pas, c'est certain, mais au moins il y avait de l'aspérité, il y avait du caractère en fait. Voilà, c'est vrai que je préfère entendre ces gens-là que des gens un peu fades en fait. Voilà. Mais pour répondre à la question, je crois que c'est chacun son style en fait. Hein. Mais globalement, On doit être comme on est. Ouais, quand on a fait des recherches avec Victoire, quand on a préparé l'entretien, globalement, les gens ils t'aiment, ils t'adorent. Et puis, on a vu quelques petits articles à droite à gauche, notamment un De Carsozon. Je crois qu'il y a eu un petit souci avec De Carsozon à une époque, non? Non? Bah, c'est-à-dire que dans le livre Village Départ, j'ai fait un livre qui est sorti en 2015 où je raconte effectivement toutes les anecdotes. J'ai reçu 400 artistes à peu près et sportifs. Et donc Olivier de Kersauzon, en histoire, je peux vous raconter très, très brièvement. C'était une émission où il était invité, c'était à Brest, c'était le grand départ à Brest, comme cette année d'ailleurs, c'était en 2008. Et les invités, c'était Hugo Frey, parce qu'il y avait Santiano, tout ça, et Olivier de Kersauzon, qui avait une promo à faire. Et il se trouve que Lynn Renault est présente ce jour-là sur place, et elle fait le grand départ du tour. Et je récupère Lynn Renault pour le départ de l'émission, avec tout le public, etc. Et Olivier de Kersauzon, à l'antenne, me dit « Ah bah, Lynn Renault et Hugo Frey, c'est vraiment une émission de vieux, genre, c'est de la gérontologie, quoi. » Et j'ai trouvé ça, alors, de sa part, extrêmement déplacé. Et qui plus est, j'ai fait sa promo donc, en milieu d'émission et il s'est barré juste après. Il n'en avait plus rien à faire. Donc j'ai trouvé ça assez goujat, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu ce problème avec lui. Et je l'ai raconté, quoi, puisque c'est ce qui s'est passé. D'accord. Laurent, là, on a identifié 5 personnes qui aujourd'hui ont certainement marqué également ton parcours professionnel. Sur les 5, s'il y en avait un que tu devais retenir, là, une anecdote sur un des 5 qu'on voit à l'écran. Alors, attends, parce que je les vois pas, moi. Alors, il y a l'abbé Pierre, Teddy Riner, Gianni Longo, Raphaël Nadal ou Michel Sardou. Donc, Ah oui. Ouais, c'est dur, hein, parce que c'est 5 personnes qui m'ont marqué. Non, mais Michel Sardou, tu l'as dit, c'est vrai que c'est mon idole d'enfance. Et j'ai réalisé vraiment un rêve. C'est-à-dire que quand il a annoncé sa dernière tournée, enfin son dernier spectacle, ses adieux à la scène en tant que chanteur, je me suis dit, c'est la dernière occasion que j'ai pour faire un documentaire sur lui. Et donc, j'ai lancé ça avec Pierre Billon, qui est un de mes amis et qui est donc très proche de Sardou. Et donc, Sardou a accepté. On se connaissait un petit peu, donc c'était juste croisé comme ça, genre à Bercy ou voilà, à la fin d'un spectacle. Et arriver à faire ces 2 heures de documentaire sur une carrière, une vie assez incroyable, assez romanesque. En plus, il a été super parce qu'il ne m'a pas embêté avec son agence. J'ai oublié son nom, hyper connu le patron de Art Media. Bon, c'est pas grave. Enfin, ils m'ont absolument pas ennuyé. Après, pour couper des extraits, etc. Ils ont été cool. Il a adoré le doc. Enfin voilà. Et puis ça a cartonné. Ça reste un souvenir extraordinaire. Après les autres, l'abbé Pierre. En 2 mots, l'abbé Pierre. Alors là, j'étais tout jeune. J'étais à la radio et il m'avait vraiment impressionné. J'avais fait une demi-heure d'interview. C'était une telle humanité que en sortant, j'ai pas retrouvé. Pendant un quart d'heure, je ne savais plus où j'avais garé la voiture tellement j'étais sous le choc un petit peu en fait de ses propos. Et Gianni Longo, grenobloise comme moi, on se connaît depuis 25 ans. J'ai aussi des anecdotes avec elle. Bon, assez dingue, c'était un personnage fantastique. Et Raphaël Nadal, on se connaît depuis 2005. Il est là tous les ans et c'est non seulement, je pense que il a réalisé le plus grand exploit pour moi. Tout sport confondu, de l'histoire du sport. Parce que gagner 13 Roland-Garros, je ne sais pas si les gens ont conscience de ce que ça représente. C'est le tournoi du Grand Chelem le plus difficile à remporter. Quand on sait que Borg, c'était déjà un exploit, on avait gagné 6. Lui, il en est à 13 pour l'instant. Et c'est un garçon qui est
une politesse, il a une éducation, une gentillesse. D'ailleurs, c'est une double personnalité, hein, puisque sur le court, c'est un guerrier, un battant, et dans la vie, c'est le sportif le plus classe pour moi qui existe, que j'ai rencontré en tous les cas. Voilà, j'ai tous fait, non? Ouais, Ou il c'est en bien, manque c'est un? bien, c'est parfait. Juste un moment fort, on a vu que tu étais quand même le premier journaliste à interviewer le président de la République. Monsieur le Oui, Président, avec oui, Sarah Ouramou, alors ça c'est drôle Jackson parce que Richardson, effectivement il sont est là élu en aussi mai avec 2017 revoyons. Ouais, c'est et il ça. ne fait aucune interview en fait à la presse, ni à la presse écrite ni en télé. Et donc on est le 24 juin donc 2017, il y a une journée olympique à Paris Ça a été, avec plein Monsieur le Président, d'activités, avec plein de Sarah champions, Ouramou, etc. Jackson. Et nous on fait une émission sur France 2 le samedi soir, enfin en access, une émission de 2 heures que j'anime. Et on me dit quelques jours avant que le président Macron accepte d'être. Donc en fait, déjà là, c'est la première fois qu'il fait une interview à la presse ou à une télé en tant que président de la République. Derrière ça, donc on est le 24 juin, derrière ça, toujours aucune interview, parce que puis alors, tous les médias veulent l'avoir, forcément. Il a été élu et il n'a jamais parlé en tant que président à la presse. Et 3 semaines après, donc, il revient sur le Tour de France et il accepte de venir dans Vélo Club. Et c'est le lendemain de la démission du chef d'état-major des armées, Monsieur de Villiers, et donc ce qui fait quand même un séisme. Donc là aussi, tout le monde veut l'avoir. Il est sur le Tour, il ne répond à personne, et il vient donc en fin d'après-midi dans Vélo Club, où je lui pose d'ailleurs une question là-dessus, parce que j'étais un peu obligé. Là, bien que ce soit une émission de sport et de vélo et qu'on est à la fin d'une étape, je ne pouvais pas ne pas lui poser la question. Il était prévenu, hein, son entourage était prévenu. Et donc, du coup, on a été repris partout. Ce qui est assez drôle, c'est que donc, l'extrait de Vélo Club est passé dans le 20h de TF1 sur BFM. Donc, c'était assez drôle. Alors, excuse-moi, j'ai un peu merdé, mais je vais reprendre tout de suite. Moi, je voudrais qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Je voudrais qu'on parle des événements que tu couvres avec France Télévisions sur 17 Roland, 15 Tours de France, une fois les 24 heures du Mans et les Jeux Olympiques. Je voudrais qu'on rentre un petit peu sur quelques exemples des coulisses de ces émissions, de ces événements sportifs. Par exemple, aujourd'hui, quand on est à Roland, moi, je suis fan, je regarde tous les ans, bien évidemment. Vous avez augmenté l'amplitude maximum de couverture au niveau de la télé. Comment vous faites tous les ans pour retrouver des idées neuves, de renouveler? Comment vous faites, vous, journalistes, et toute l'équipe derrière, pour trouver ce nouvel angle, ou trouver des idées? C'est vrai que, alors, moi, je présente sur la terrasse de Roland-Garros, qui est une chance inouïe, depuis 2003. Ma première année, c'était en 2003, où j'avais succédé à Gérard Ross, d'ailleurs. Et là, en fait… Ah, on t'a perdu Laurent. Allô? Allô? Avant, hein. Et on est d'ailleurs le seul tournoi du Grand Chelem au monde à faire venir les grands joueurs tous les jours sur la terrasse. La première étant Serena Williams en 2003, et c'est devenu une habitude. Voilà. On a aussi instauré une caméra dans les vestiaires. Alors ça, avec le temps, ça s'est un petit peu altéré parce que il y avait des joueurs qui supportaient pas trop. On n'allait pas dans leur intimité, mais ça permettait de les voir à l'échauffement, de les voir après une victoire, par exemple, retrouver leurs proches, etc. Et les gens aiment bien ça, avoir le petit bonus, en fait, au-delà du match. Et puis, dans le tour des cours aussi, ça, c'est quelque chose qui se faisait moins avant, donc avec des caméras sur tous les cours, et de pouvoir faire, alors c'est sûr, un peu un zapping la première semaine, parce qu'il y a tellement de matchs, on fait des choix. Voilà, c'est ça l'évolution qu'on peut. Puis après, c'est dans la façon aussi de filmer avec le réalisateur, Fred Godard, les placements des caméras, même si tout est, comment dire, tout est cadré par la fédération parce qu'il y a des sponsors, donc il faut les voir sur les images, ce qui empêche parfois de faire des plans qui seraient bien meilleurs. Hein. Ouais, mais Laurent, ce que je voulais dire à travers ma question, c'est aujourd'hui, comment lorsque Roland Garros se termine, vous faites je suppose, un débriefing tous les soirs, ou à
à la fin de la quinzaine pour parler de l'année prochaine, de l'année suivante. Comment vous anticipez aussi longtemps à l'avance? Bah, en fait, là si vous voulez, on fait un débriefing toujours. Alors après, on a quand même une machine qui roule, en fait, qui est un peu toujours quand même pareil. Hein. À partir du moment où ça fonctionne, sans être prétentieux, on a une couverture sur Roland Garros qui, franchement, je dis pas qu'il suscite l'admiration, parce que ça fait quand même très prétentieux, mais qui est reconnu, on va dire, hein, même dans le monde. Donc, chaque année, on ne veut pas changer pour changer. Là, cette année, c'est encore un cas très particulier parce que je vous avoue qu'on est même assez inquiet. Alors, parce que le contrat donc, est renouvelé, on partageait les droits avec Eurosport jusqu'à présent. Et là, ce sera avec Amazon, qui est un nouvel arrivant dans le marché du sport, de la retransmission des événements. Alors, il y a des bonnes choses, c'est-à-dire qu'on va prendre l'antenne plus tôt, on prendra l'antenne à 11h du matin, dès le début, et on va aller jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, mais il y a des restrictions qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le match de Night Session puisque ça va être une nouveauté cette année à Roland-Garros, il y aura un match à 21h, un match phare de la journée, qui sera donc en exclusivité sur Amazon. Ils auront aussi tous les matchs du cours Simone Mathieu, qui est un cours maintenant important et qu'on n'aura pas. Et dans le droit à l'image, même sur des matchs, voilà, ça va être quelque chose de nouveau. Donc là, il va falloir qu'on s'adapte avec ce nouveau dispositif. Et on ne sait pas trop encore ce qui nous attend, pour tout vous dire. Aujourd'hui, France Télé, sur un événement comme Roland, c'est combien de personnes aujourd'hui, à peu près? Sur Roland, c'est à peu près 200 personnes, à peu près. Hein. Sur les Jeux Olympiques, c'est même plus. Ça doit être, ou sur le Tour de France, c'est peut-être même 300. Sur Roland-Garros, c'est à peu près 200 personnes, je pense. Enfin, comme je disais, c'est-à-dire il y a la production, il y a parce que là aussi, c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'en fait, France Télévisions produisait Roland-Garros jusqu'à présent, historiquement, depuis 1988. C'est-à-dire que c'était nous qui produisions les images des matchs pour le monde entier. Cette année, c'est terminé. C'est la fédération, via une boîte privée. Nous, on produit, on va dire, ce qu'on appelle l'habillage, c'est-à-dire moi, mon plateau, la terrasse, etc. Et c'est tout ce qu'on fait. Et après, les images, on les reprend d'une autre boîte de prod. Mais bon, pour répondre à la question, donc il y a la production, il y a toute la technique et l'éditorial, hein, c'est-à-dire les journalistes, les consultants, etc. D'accord. Aujourd'hui, sur le tour, tu dis 300 personnes de France Télé qui sont présentes sur l'événement, donc durant 3 semaines, et je suppose un petit peu avant. Comment vous logez tous ces gens-là? Est-ce que 300, c'est 300 pioles d'hôtel? Comment ça se passe? Alors, sur le logement, déjà, donc il y a ASO, le patron, voilà, les patrons du tour, l'organisateur, qui donc a le tracé du tour, les villes de départ et d'arrivée. Et donc, eux, en fait, donc toutes les équipes cyclistes, eux, ils ont la priorité. Donc déjà, eux, ils calent, ils prennent tous les bons hôtels proches, etc. Ce qui est normal hein, en même temps. Hein. Donc nous, on vient derrière. Et après, on a des personnes qui s'occupent de loger tout le monde. Effectivement, de toute façon, il faut des chambres pour tout le monde, c'est obligatoire. Il y a les voitures hein, aussi. Il y a je ne sais combien de voitures avec des chauffeurs, puisqu'on fait, je ne sais pas, 5 6 000, 7 000 kilomètres sur un Tour de France. C'est une logistique absolument énorme. Hein. C'est 6 à 8 mois de préparation. Même, je dirais presque, c'est presque 1 an de préparation, le Tour de France, en fait, hein, en termes de production. Tellement c'est lourd, hein, en fait. Une fois que le tracé est connu, c'est-à-dire au mois d'octobre, fin octobre, on prépare déjà le tour de l'année suivante, en fait. Moi, ce qui m'impressionne toujours, Laurent, toi ou les autres journalistes, c'est comment vous pouvez avoir autant de culture sportive quand tu commentes le Tour, quand tu commentes Roland, quand tu fais les Jeux. Comment vous arrivez à vous nourrir de cette information et la retranscrire avec des vrais chiffres et la vérité, quoi? Comment vous arrivez à avoir cette culture-là? En fait, il faut lire la presse, il faut regarder, faut s'y intéresser un peu au quotidien. Tu vois, en fait, faut pas laisser tomber pendant une longue période, en fait, pour suivre. Par exemple, le tennis. Moi, par exemple, je suis toute l'année, en fait, les tournois. Alors, il y en a que je regarde, comme les grands chelems, bien évidemment, ou des Master 1000. Mais même sur des petits tournois, je regarde quand même les résultats.
j'essaye de les intégrer pour pas arriver à Roland-Garros où je découvre des joueurs qui auraient émergé dans l'année, etc. Ouais, c'est un exemple. Donc, c'est un suivi au quotidien. Après, moi, je suis plus on va dire, en chef d'orchestre des événements. Je passe un peu les plats, etc. Donc, je suis pas comme un consultant ou un commentateur spécialisé qui va être très pointu. Moi, j'ai pas non plus besoin d'être ultra pointu même, parce que je m'adresse à un public très large. Pour reprendre encore l'exemple de Roland-Garros, je pense que 80% des gens qui nous regardent le tennis une fois par an, c'est-à-dire pendant Roland-Garros. Ouais. Donc, le Tour de France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a bien sûr les passionnés de vélo, mais la plupart des gens ils regardent le Tour parce que c'est le Tour, parce qu'il y a les paysages. On avait fait une étude il y a quelques années qui avait montré que 60%, donc plus d'un téléspectateur sur deux, regardait le Tour pour les paysages et le patrimoine. Ouais. Donc, voilà. Une ou deux anecdotes là, sur les jeux rapides, sur les coulisses des jeux, des choses qui t'ont fait marrer ou des choses qui t'ont surprise ou même des choses qui t'ont un peu ému sur l'organisation de ce que tu as vécu. Un moment fort, un souvenir. C'est ouais, forcément il y en a plein. Bah là dans les noms aussi qui m'ont marqué, c'est vrai qu'il y a le nom de Teddy Riner. Moi je me souviens de Teddy au JO de Londres en 2012. Donc il n'était pas encore champion olympique, c'était son Graal évidemment. Il avait échoué 4 ans plus tôt à Pékin, enfin échoué entre guillemets parce qu'il avait été que médaille de bronze. Et donc, il est devenu champion olympique à Londres. Et puis, il est venu donc sur le plateau. Et là, c'était un moment de grâce, en fait, un petit peu avec lui. C'était assez tard, hein, il devait être 23h30 parce qu'après son combat, il y avait eu tous les contrôles antidopage, etc. Il était venu et on l'avait gardé, je ne sais pas, une demi-heure. Puis à un moment donné, il fallait arrêter l'interview. Mais en fait, je ne voulais pas arrêter. En fait, il était dans une plénitude, il était épanoui. Puis alors, du coup, toute sa vie revenait dans sa mémoire, son enfance, là-bas en Guadeloupe, toutes les étapes qui avaient mené en fait à ce moment en fait le plus beau moment pour un sportif, c'est-à-dire d'être champion olympique. Donc ça donc voilà, je me souviens de Laure Manodou en 2004 qui avait 17 ans, qui est championne olympique, c'était à Athènes, championne olympique et qui va lancer en fait qui va être le fer de lance de toute une nouvelle génération de nageurs, puisque c'est grâce à elle. Chaque sport a besoin d'une vitrine, en fait. C'est pour ça que la natation, par exemple, aujourd'hui, est moins prisée, parce qu'il n'y a plus de stars, en fait. Et Laure Manodou, elle a vraiment lancé ça. Après, il y a eu les Camille Lacour, les Fred Bousquet, les Alain Bernard, etc. Enfin, Yannick Agnel, toute cette génération fantastique. En fait, elle a été presque lancée par Laure, en fait. Alors justement, parce que tu parles de stars, on en a une qui est avec nous, là, c'est Fabrice Jourdain qui est à côté de Fontainebleau. Fabrice, la parole est à toi. Tu voulais poser une question à Laurent. Allô? Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, moi j'ai une question parce que tu as parlé tout à l'heure de ton clip que tu avais fait, No Sport, No Stress. Oui. Genre Winston Churchill, on ne fait pas de sport pour garder la santé. Oui. Mais comment on peut être passionné de sport comme tu l'es sans être sportif soi-même? Alors, c'est une très bonne question. Alors, déjà, il faut dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes, de grands journalistes de la presse écrite, par exemple, qui n'étaient pas sportifs du tout, avec des bedaines et qui écrivaient très bien. Dans l'équipe, par exemple. Blondel, par exemple, ouais. Ouais, alors Antoine Blondel, effectivement, non, mais il y en a eu plein. Même Thierry Roland n'était pas un sport. Regardez Donc ça, c'est une première chose. On n'a pas besoin d'être sportif pour aimer le sport et pour essayer de bien en parler, de le transmettre. La deuxième chose, c'est que ce clip, en fait, c'est quand même du 5e, 6e degré. Hein. C'est-à-dire que c'était avec des potes, on voulait faire une chanson, c'était juste avant les Jeux Olympiques de Vancouver. Je m'étais dit un peu pour la promo, pour changer, comme à chaque fois je fais les Jeux Olympiques, c'est vrai que les journalistes avaient envie de me poser d'autres questions, peut-être de voir d'autres choses, d'autres facettes, etc. Et donc on s'est dit, ça sera un outil de promotion. On voulait dénoncer
les interdits qui commençaient déjà à l'époque, il y a 10 ans. Depuis, je trouve qu'il y en a eu encore plus. Mais bon, voilà, qu'on ne peut plus fumer, on ne peut plus boire un canot. Alors aujourd'hui, on ne peut même plus rien dire quasiment, mais c'est comme ça. Et donc, on voulait dénoncer ça. Et en même temps, je voulais un peu me moquer de moi-même en disant, voilà, j'en ai sportif, mais je ne fais pas de sport. Voilà. C'était une manière aussi un peu d'autodérision. Voilà. C'était ça, en fait, le sens de ce clip. Mais c'était un délire total. C'est du 4e degré. Hein. Merci Fabrice pour ta question. Je ne sais pas s'il est convaincu, Fabrice, mais je ne suis pas sûr. Hein. Si, ça me va. Ça me va très bien. Merci, Laurent. D'accord. Mais cela dit, il y a plein de gens qui ont pris ça au sérieux, enfin au 1er degré, et qui me l'ont un peu reproché, quoi. Alors que on voit franchement, quand on voit le clip, on voit que c'est quand même pas sérieux du tout, quoi. En fait, on fait n'importe quoi. C'était un délire. Mais tu l'as traîné. Du coup, tu l'as traîné comme un boulet, un peu, ce clip. Bah, disons que c'est une casserole, mais j'en ai pas honte du tout. C'était un souvenir extraordinaire. Mais si vous n'imaginez pas quand on a écrit le texte et puis ensuite quand on a tourné ce clip, comme on s'est marré, c'est un souvenir mais absolument fabuleux. Ouais, il y a Thierry Roland dedans. Ouais, j'ai vu Thierry Roland. Et il y a Thierry Roland dedans, voilà. Voilà, c'est mon modèle hôtel, cigare et canapé. Je reviens juste sur l'aspect technique lorsqu'on est sur des gros événements comme ça. Comment on arrive à coordonner entre vous, les journalistes, et puis le côté technique? Est-ce qu'il y a des couacs? Et est-ce qu'aujourd'hui, entre vos volontés et ce que la technique propose, est-ce que vous êtes toujours en phase? Oui, on doit être totalement en phase. Ce qui a changé, par exemple, c'est aujourd'hui, maintenant, on travaille de plus en plus avec le virtuel, la réalité augmentée. Donc, on est dans un. Là, sur le Tour de France l'année dernière, on est resté exceptionnellement à Paris à cause de la crise sanitaire. Ou quand je fais Stade 2, en fait, je suis dans un fond vert. En fait, il n'y a rien du tout. Tout est vert autour de moi. Il n'y a que la table, en fait, en physique. Et le Tour de France, en fait, le réalisateur, c'était Fred Godard, nous a mis, en fait, comme si on était dans un ballon dirigeable, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui survolait, en fait, la France. Et les gens croyaient que le ballon existait. Il y a beaucoup de gens qui croyaient que le ballon existait. Il y a même des gens qui m'ont dit on a vu un ballon, vous a fait coucou l'autre jour. Je dis mais non, on n'est pas dans le ballon. Hein. Quand je dis à Jalabert, bah, vous pouvez aller en cabine pour commenter, il ne descend pas du ballon en parachute. Bon, enfin bref. Donc ça change énormément. Il faut s'y faire maintenant. C'est un peu ça l'avenir. Sur les Jeux Olympiques de Tokyo, vous verrez cet été, là on a déjà fait des répétitions. Le décor est absolument fantastique. C'est-à-dire qu'on va être en plein milieu de la baie de Tokyo avec toute la ville de Tokyo derrière nous. Donc ça, de jour, de nuit. Et on pourra même, s'il pleut, rajouter de la pluie. Enfin, on peut tout faire maintenant avec ça. On aura même une petite allée pour faire arriver les invités, parce qu'on sera au milieu de l'eau. Donc voilà, ça c'est nouveau. Et puis, en fait, la technique, je dirais, est un peu à notre service, en fait. Et c'est pour ça que les réalisateurs, les techniciens sont assez extraordinaires, parce qu'on peut leur demander plein de choses et à chaque fois, ils répondent présents, en fait. Ils arrivent à trouver une solution. C'est ça qui est bien. Justement, tout à l'heure, tu parlais des jeux et souvent, vous focalisez quand il y a des événements comme les jeux à l'autre bout du monde. Avec les Français, vous avez des caméras spécifiques qui suivent les Français lors des événements mondiaux? Non, pas du tout, parce qu'aux Jeux Olympiques, alors c'est très réglementé. De toute façon, les caméras n'ont pas le droit d'aller au village olympique. Donc déjà, on ne peut pas les filmer à l'intérieur, c'est impossible. C'est même très restreint. Je crois que même avec les portables, ils ne peuvent pas se filmer dans le village olympique, mettre sur les réseaux sociaux, ou alors c'est très, très limité. Donc ça, c'est réglé. Après, on a des caméras qu'on ajoute, nous, parce que pareil, alors là, on ne produit pas les jeux. On les produira à Paris en 2024. On sera diffuseur officiel pour le monde entier. Mais là, par exemple, à Tokyo, ce sont les Japonais qui produiront. Donc, nous, on peut rajouter des caméras. Par exemple, sur Teddy Riner, sur la finale de judo, on aura notre caméra avec notre journaliste en plus pour pouvoir récupérer Teddy, avoir ses premières réactions, etc. D'accord.
Ça, c'est ce qu'on a en plus. Ou sur l'athlé, la natation avec Nelson, qui est en zone, ce qu'on appelle une zone mixte avec notre caméra. Et donc là aussi, il y a tout un protocole. C'est-à-dire que le champion olympique répond d'abord à la télévision du pays organisateur et qui produit. Et nous, on arrive en deux ou en trois. Ou après, je crois qu'après, il y a les Américains, il y a NBC, et nous, on arrive derrière. Voilà. Donc, le champion olympique doit faire dans l'ordre ces télés. Tu sais, aujourd'hui, les gens qui sont autour de l'écran sont souvent des dirigeants d'entreprise. Et eux, leur boulot de tous les jours, c'est surtout de prévoir les imprévus, de gérer au mieux leur entreprise. Est-ce que vous, dans votre métier de journaliste, est-ce que les imprévus sont toujours prévus? Est-ce que vous arrivez toujours à avoir un plan B ou un plan C par rapport à ce que vous aviez prévu en termes d'organisation? Oui, parce que disons que les événements que l'on fait, on les fait depuis des années. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on connaît tous les rouages. Il peut toujours y avoir des imprévus, évidemment. Mais par exemple, je prends l'exemple, Laurent, je prends l'exemple, il n'y a pas longtemps, le journal de 13h TF1, malheureusement, qui a été coupé parce que problème technique. Voilà, aujourd'hui, demain, tu tombes malade, Laurent, est-ce que tu as quelqu'un tout de suite qui peut te remplacer ou qui est capable de prendre la coordination sur l'événement que tu animes? Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Ça, je sais pas, je t'avoue. Ouais. Je sais pas. Personne n'est irremplaçable de toute façon. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour suppléer, quelqu'un qui a un poste clé qui n'est pas là. C'est vrai qu'il y a, par exemple, alors moi, depuis 20 ans, je gère Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir de l'expérience. Je reste toujours prudent parce qu'en direct, quand on est des heures et des heures en direct, il peut toujours se passer quelque chose. C'est-à-dire que je vais dire, et là aussi, c'est pas prétentieux du tout, mais j'ai une confiance en moi parce que j'ai de l'expérience. Donc, je sais, j'ai pas le trac du tout quand on commence un événement, quand je suis à l'antenne, etc. Mais je reste quand même, je suis pas non plus totalement décontracté, insouciant, quoi. Je me dis, attention, on est en direct, il y a des millions de téléspectateurs, il faut toujours être sur ses gardes, il peut arriver n'importe quoi. Voilà. Mais je sais par exemple, avec Fabrice Collin, avec qui je travaille sur tous les gros événements, qui est le rédacteur en chef des gros événements, on travaille en amont et sur l'événement. C'est vrai que s'il n'est pas là, c'est compliqué. Parce que, en plus, on a l'habitude de travailler ensemble, de faire les choses ensemble, on se comprend très vite. Quand il me parle dans l'oreillette, il sait comment me parler, un mot, un truc. Voilà. Quand à Roland-Garros, il faut meubler, alors maintenant, ce ne sera plus le cas parce qu'il y a le toit, mais quand il fallait meubler parfois pendant 2 heures parce qu'il pleuvait et que la chaîne, que France 2 nous demande de garder l'antenne, voilà, il faut savoir gérer l'antenne. Aux Jeux Olympiques, oui, pardon. Regarde cet exemple, justement, c'est passé dans le Stade 2 il n'y a pas très longtemps. Mais heureusement, le stress disparaît. Corner donc pour le Mexique. Avec les premiers buts. Premier poteau, c'est Eh oui, les micros saturent. Alors, attends, je vois pas le truc. Attends, faut que je... Oui, c'est la Coupe du Monde de foot au Mexique et c'est les commentateurs, je crois que c'est Michel Drucker qui est sur place, malheureusement qu'il n'y a pas de son, et c'est Patrick Montel de Paris qui commente le match. Donc, il est passé dans le Stade 2 il n'y a pas très longtemps. Alors, ouais. Alors, le truc, c'est que maintenant, on a techniquement... Ah oui, d'accord. Ça y est, je vois. On a des secours, en fait. Si tu veux, même moi, quand je suis arrivé au sport au début des années 2000, je sais qu'il y avait un journaliste de secours, par exemple, quand on faisait le Dakar. Il y avait un journaliste, quand il y avait l'émission sur le Dakar, il y avait un journaliste de secours à Paris qui était là au cas où le faisceau pète. Maintenant, ça n'arrive plus, ça, parce qu'il y a un faisceau de secours immédiatement. En fait, donc, ce qui s'est passé là, vous voyez, de Patrick Montel qui remplace Michel Drucker, ça n'arrivera plus, en fait. Vous voyez, le bug du trésor de TF1, je crois, est quelque chose d'assez unique, et c'est une erreur. Alors, je ne connais pas tout, donc je ne voudrais pas me... Mais c'est un truc assez invraisemblable, quoi, qui n'arrive jamais, normalement. Mais nous on a des solutions de secours, techniquement. Voilà. J'imagine. Bon, on va donner la parole à un banquier, parce qu'on aime bien les banquiers chez nous. C'est Bernard Dubois, et il est du côté de Saint-Quentin. Bernard, la parole est à toi.
Bonjour à tous et bonjour à Laurent Luyat. Bonjour Bernard. Comme vous, extrêmement passionné de sport dans mon quotidien et source de motivation pour le travail. Et merci pour ce que vous faites pour le sport en général. Alors moi, j'ai une question qui tourne autour des JO et notamment des conditions d'organisation qui vont priver les sportifs de nombreux spectateurs, puisque les Français ne pourront pas les supporter. Est-ce que vous pensez que c'est un effet motivant ou démotivant pour les athlètes, ceux que vous avez pu rencontrer? Comment ils vivent ça? Comment ils appréhendent cette situation? Alors, ouais, c'est une bonne question aussi. On l'a vu dans le tennis où Benoît Paire et Gaël Monfils souffrent énormément du manque de public parce que ce sont des joueurs qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de cette adrénaline provoquée par le public. Donc, en fait, ils sont au fond du trou, notamment parce qu'il n'y a pas de public. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, il y aura donc que du public japonais. Alors, bon, la situation, elle est tellement compliquée. Les Jeux ont failli être annulés. Le CIO, le Comité international olympique, veut absolument les organiser. C'est capital pour les athlètes, capital qui s'entraînent depuis maintenant 5 ans pour ces Jeux olympiques. Donc, je pense que ça ne les affectera pas outre mesure, pour répondre à votre question, parce que le plus important, c'est qu'ils y participent. D'abord parce qu'ils se sont entraînés pour cela. Ensuite et surtout parce qu'ils ont besoin de visibilité, la plupart, pour leurs sponsors. La plupart des athlètes ne sont pas richissimes, ont besoin de cette visibilité-là que seuls les Jeux Olympiques peuvent leur offrir. Donc, je pense qu'ils feront fi du manque de supporters français qui peuvent être là. Il y aura quand même des supporters japonais. Bon, voilà, je pense que ça ne sera pas un problème pour eux. Bon. Je vais donner la parole à Nathalie. Merci Bernard, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Nathalie Hainaut. Nat, tu nous entends? Non. Nat, tu nous entends? Non. Allô, Nathalie? Non. Bon, c'est pas grave, elle a dû partir. Non, je suis là. Bon, alors, Nat, tu voulais Je suis là, je ne suis pas partie, je ne pars pas, c'est pas possible. Bon. Simplement pour dire que déjà, avant de poser ma question, Stade 2 sur la 3, c'est superbe. L'émission et le reportage de fin d'émission est magnifique. Il ne faut surtout pas le changer. À part ça aussi est top. Bon, de temps en temps, le reportage de fin d'émission, ça nous fait un peu pleurer, mais c'est vraiment superbe. Alors moi, j'avais une question très, très précise. Le 28 février dernier, vous avez reçu Bernard Laporte. Et j'ai trouvé que votre interview, l'interview que vous avez fait avec Cécile Gray, vous étiez un petit peu, un peu agacé. Est-ce que vous pouvez parler de cette interview? Alors, c'est vrai que c'était la personne qu'il fallait avoir à ce moment-là, suite à tout ce qui s'est passé, les 17 cas de Covid. Donc, Bernard Laporte venait en plus de péter un peu un câble chez nos confrères de RMC 2 jours avant, le vendredi après-midi. Alors bon, si vous voulez, il avait une pression énorme. C'est lui qui portait toute la responsabilité de cette affaire. Donc bon, je ne l'excuse pas, hein, j'en sais rien. Hein. Bon, je ne sais pas ce qui lui a pris ce jour-là, mais il a été très dur envers Eric Dimeco, envers les journalistes de RMC. Donc, c'est vrai qu'on s'était dit, moi je m'étais dit avec Cécile Gray que ça allait être quand même très tendu, cette interview, sa venue, parce que il fallait de toute façon qu'on lui pose les questions nécessaires. Je pense qu'on l'a fait. Alors, Cécile a posé aussi d'excellentes questions. Alors, elle avait l'air un peu agacée, effectivement. Je pense plus que moi. Bon, moi je faisais attention à ce qui reste dans les clous. Bon, en plus, Bernard Laporte, je le connais depuis longtemps. Je l'ai déjà reçu plein de fois dans des émissions. Donc, ça s'est toujours bien passé. Donc, là c'est sûr que là, il arrive, il a le masque comme tout le monde. Hop, il s'assoit en plateau. On est dans un contexte très particulier. Je ne sais pas comment il va être. En fait, il a voulu, je pense, apaiser un petit peu les choses. Il a répondu à toutes les questions. Voilà, c'était votre sentiment. Je sais pas. Comment ça s'est passé à l'issue de l'interview quand vous avez clôturé l'émission? Est-ce que vous avez discuté derrière? Vous avez changé? Alors
Non, parce qu'en fait, il nous restait encore un quart d'heure d'émission et il est parti, en fait. Il ne voulait pas rester jusqu'au bout. C'était prévu à l'avance, ça. Hein. C'était prévu à l'avance. Hein. Il n'est pas parti parce que l'interview… Bon, d'après ce que j'ai su, l'interview ne lui a pas déplu. Il savait de toute façon qu'on allait lui poser des questions sur Fabien Galtier, sur les joueurs qui sont allés manger une gaufre en Italie, etc. Enfin bon, voilà, sur la bulle qui n'a pas été respectée. Bon, il le savait. Non, pas du tout. Non, franchement, je pense pas. Donc voilà, sur la ministre, sur les propos de la ministre des Sports, je pense que franchement, il n'a pas dû être surpris par les questions, mais en même temps, il lui a posé, je pense, les questions que tout le monde voulait se poser. Mais moi, j'étais pas alors, pour répondre à votre question, j'étais pas agacé du tout. Peut-être que Cécile, sur son visage, montrait un petit peu d'agacement. Voilà. Non, mais les réponses de Bernard Laporte pouvaient nous agacer. Bon, après, voilà, hein, c'est sont ses réponses. Hein, oui, tout à fait. Après, lui c'est sûr qu'il est là, il est président de la fédération, il est là pour défendre son sélectionneur, ses joueurs. Voilà. Ok, merci Nat, merci beaucoup. Juste une question que je voudrais te poser sur le duo des commentateurs. Les consultants ont pris une part non négligeable aujourd'hui dans votre métier de journaliste avec vous. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu es en photo avec Amélie Mauresmo et je crois qu'elle n'est jamais venue sur la terrasse quand elle était joueuse. Elle vient comme consultant. Comment ça se passe, la relation entre journaliste et consultant, rapidement? Très bien. Très bien. On a des consultants fabuleux. C'est-à-dire que nous, France Télévisions, en fait, on se doit de prendre ce qu'on appelle des premiums, en fait. C'est-à-dire que, là encore, comme on s'adresse à un très large public, on n'est pas une chaîne de sport, on n'est pas beIN ou Eurosport ou même Canal. Nous, on s'adresse à vraiment un large public, des gens qui ne regardent pas le sport tout le temps, à des spécialistes aussi. Mais donc, les consultants qui sont avec nous dans les grands événements doivent être très connus du grand public. Donc, c'est le cas, par exemple, d'Amélie Mauresmo, il y a Marie Pierce qui a gagné à Roland, Justine Hénin qui a gagné 4 fois, si on prend pour le tennis. Mais pour les Jeux Olympiques, c'est un peu la même chose. Voilà, on a… Le rapport financier aujourd'hui entre ce que gagne un journaliste et ce que gagne un consultant, parce qu'il y avait une polémique à une époque, est-ce qu'aujourd'hui, c'est justifié que les consultants gagnent plus qu'un journaliste? Oui, moi je pense aussi. Je pense puisque en fait, le consultant, donc le sportif, quand il devient consultant, en fait, il négocie en fonction de son image et de son palmarès. C'est toujours pareil. Si vous recrutez un sportif qui a été 4 fois, qui a 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques, qui est de notoriété mondiale, vous allez le payer 10 fois plus cher, 100 fois plus cher qu'un sportif qui a fait juste une participation sans jamais avoir rien gagné aux Jeux Olympiques. Vous voyez, c'est toujours pareil. Le rapport entre ce que gagne un journaliste et le consultant, c'est x3, x4, x5 Ça dépend parce qu'un consultant, il n'y a pas de salaire type pour un consultant. Comme je vous disais, ça dépend de son palmarès, ça dépend de ses compétences à l'antenne, au micro, ça dépend de son expérience aussi. Voilà, je pense que chez nous, des consultants comme Stéphane Diagana ou Laurent Jalabert, je ne connais pas leur salaire de consultant, mais je pense qu'ils gagnent mieux plus qu'un consultant qu'on va faire débuter cet été à Tokyo. D'accord. Forcément, vous voyez. On arrive à la fin, Laurent, on va être assez rapide. Ton meilleur et ton pire souvenir dans ton métier de journaliste depuis que tu as démarré en 80? Alors ça, Olivier, en fait, c'est la question que je n'aime pas du tout. Alors toutes les autres, j'aime pas parce qu'en fait, les mauvais souvenirs, j'ai tendance vraiment à les zapper, à les oublier. Alors garde le meilleur. Et le meilleur, en fait, j'en ai tellement que c'est pas possible de… T'en as pas un qui sort du lot? T'en as pas un là? Non? Bon. Si, non, mais par exemple, quand Federer gagne Roland-Garros en 2009, ses larmes à la fin, c'était l'année où jamais, c'est-à-dire que le plus grand joueur de tous les temps de tennis
ne gagne pas Roland-Garros, ça aurait été une hérésie, ça aurait été terrible. Pour moi, j'aurais vraiment mal vécu ça. Donc, c'était un bonheur énorme. C'est larmes quand il reçoit la coupe. Il vient après sur le plateau. Et c'était assez drôle d'ailleurs parce que Nicolas Canteloup m'avait appelé la veille et m'avait dit je peux venir sur le plateau avant la finale parce que j'imite Federer avec ce son de corne de brume un peu quand il parle comme ça là. Et donc quand Federer est venu sur la terrasse après sa victoire, son titre, on lui a repassé l'extrait de Canteloup et ça l'avait bien fait marrer. Surtout quand il disait j'aurais préféré avoir en finale un Français. Parce que ça m'aurait permis de le découper en 1 heure. Enfin, donc, c'était assez rigolo. Mais il y en a... J'ai eu tellement la chance de faire des événements extraordinaires. C'est vrai que les JO, pour moi, restent le plus beau souvenir quand même. C'est le plus grand événement de tous les temps. Je le mets au-dessus de la Coupe du Monde de foot, tu vois. À 53 balais, Laurent, est-ce que tu as encore des rêves? Bah, en fait, moi, je me dis que j'ai encore, on va dire, une bonne dizaine d'années dans ce métier. Je pense que dans le sport, j'aurais envie d'aller de toute façon, jusqu'à Paris 2024, encore 3 ans. Parce que faire Paris, les Jeux, je pense que les Français, en fait, ne se rendent pas compte de ce que ça représente, de ce que ça va être. Mais c'est normal, hein, c'est pas une critique. Mais Paris, les Jeux de Paris 2024, ça va être un événement, mais invraisemblable. Hein. Donc, à couvrir sur France Télévisions, diffuseur officiel, c'est extraordinaire. Donc voilà, et après, tu parlais du documentaire de Sardou, j'ai envie aussi de faire des choses, d'être aussi un peu derrière la caméra à un moment donné, dans quelques années, d'être dans la production, enfin voilà, dans la réalisation de documentaires où j'ai des projets aussi, des missions un peu étonnantes voilà, qu'on met en place. J'ai envie d'évoluer, toujours évoluer. C'est ça qui me plaît. C'est pour ça que le disque... c'est un délire qui m'a plu. J'ai eu la chance de faire du théâtre grâce à Olivier Mine. On avait joué le Chapeau de paille d'Italie. Expérience fabuleuse avec Raymond Acquaviva, qui était le metteur en scène. 1 mois et demi de répétition. Mais vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez apprendre. Puis après, jouer au théâtre devant un public en direct comme ça, ce que vous pouvez apprendre. Quand j'ai fait mon doc sur Sardou, j'ai appris plein de choses, parce que c'est la première fois que je faisais un documentaire en tant que réalisateur de 2 heures. J'ai fait plein d'erreurs que je ne referai pas. Enfin, pas d'erreurs sur le résultat quand même, Dieu merci, mais j'en ai bavé sur certaines choses parce que j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est d'apprendre des choses, en fait. À partir du moment où, tu disais d'ailleurs au début, si la routine s'installe, et pour moi, ça sera le déclic d'ailleurs, hein. Ça sera le déclic sur les événements. Là, pour l'instant, j'ai toujours, dès que Roland-Garros débute, j'ai toujours c'est toujours magique. Voilà. Les JO, pareil, le Tour de France, pareil. Le premier jour, je me dis, bon, un de plus, là, il faudra que j'arrête, quoi. Parce qu'après, ça se voit à l'antenne, en fait. Hein. Ouais. On sent beaucoup d'émotions dans ce que tu dis. On sent beaucoup d'émotions. Justement, on va terminer avec ton livre. Il a fallu 100 000 photos qui t'ont été mises à disposition pour ton livre. On a sélectionné seulement 97. Comment tu les as choisis? Avec mon éditeur, donc chez Ramsey, effectivement, avec Sport Press, dans leur catalogue, 100 000 photos, et on a retenu celles qui exprimaient l'émotion. Mais l'émotion sous toutes ses formes, en fait. Hein. C'est pas seulement une victoire, un triomphe, etc. C'est l'émotion dans la joie, dans la peine, dans la souffrance. Donc, voilà, ce qui fait que dans les regards, dans ces 97 photos qui sont très différentes, dans le regard du photographe aussi, parce que ce livre est aussi un hommage aux photographes de sport qui arrivent à capter, à mettre en scène, en fait, ce qu'ils ont sous leurs yeux, et comme ça, en une demi-seconde, à capter le moment clé qui va finalement entrer dans la légende, parce que certaines photos sont vraiment légendaires. Et puis... Laurent, ouais. Est-ce que tu as 1 ou 2 conseils si demain on veut créer de l'émotion dans un événement d'une entreprise, un séminaire où on veut faire passer des messages? C'est quoi les 2-3 conseils que tu pourrais donner pour générer de l'émotion? Je pense que c'est vraiment l'humain, en fait. Hein. C'est ce qu'on ressent au fond de nous à faire passer, finalement.
l'émotion dans la passion. Je trouve que c'est beau aussi. Voilà, c'est difficile de donner un conseil. Est-ce qu'il y a un vocabulaire? Est-ce qu'il y a un vocabulaire? Est-ce qu'il y a des mots? Quand tu reçois un sportif de haut niveau, quand tu reçois quelqu'un sur ton plateau, est-ce que tu sens tout de suite qu'il va y avoir de l'émotion quand tu vas échanger avec lui? Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a des sportifs qui se murent de toute façon, qui ont un masque. Donc là, il faut essayer de le faire tomber, mais parfois, ce n'est pas évident. Ceux qui sont trop réservés, qui sont introvertis, ce n'est pas évident. Et puis d'autres où on sent qu'il va se passer quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut aller chercher. C'est marrant parce que j'ai reçu l'année dernière à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas, quand il est venu sur la terrasse. En fait, il était passé en conférence de presse juste avant, mais vraiment avant, c'était genre un quart d'heure avant, et il dit en conférence de presse, et ça, on me le signale, qu'il en a un peu marre des interviews qui sont un peu toujours les mêmes des journalistes. Il dit, moi, j'aime être surpris dans les interviews. Et là, je me dis, tiens, j'ai un quart d'heure avant qu'il vienne. En fait, il faut que j'arrive à lui poser… Donc, du coup, j'ai changé complètement. J'avais prévu des questions, peut-être, alors du coup, un peu classiques. Et j'ai tout foutu à la poubelle. Et je lui ai posé des questions totalement décalées sur son père, sur la coulisse, en dehors des tournois, etc. Et à la fin, je lui ai dit, mais vous venez de déclarer en conférence de presse que vous aimiez des interviews qui changeaient un peu, des questions très différentes. Est-ce que là, vous êtes… Et il m'a dit, mais là, ça fait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à répondre à une interview. Donc, en fait, il a suscité ça chez moi, et du coup, il a été formidable. Voilà, bon, et il y a eu de l'émotion. Il y a eu de l'émotion. On voit les 5 livres que tu as écrits ou coécrits, Laurent. Donc, je pense que bon nombre de personnes qui sont autour de l'écran vont aller chez le meilleur libraire du coin. Et je voulais terminer cette interview par quelqu'un qu'on connaît bien dans nos clubs, parce qu'il en a fait une douzaine aujourd'hui. Et puis, vous avez beaucoup de points communs tous les deux, tu l'as cité. Il a fait également du théâtre. Et la dernière question, elle est pour lui. Écoute. Petit message depuis la Côte d'Azur et depuis le soleil pour mon copain Laurent. Laurent, j'ai 2 questions à te poser. Première question, comment tu fais pour être aussi en forme et aussi beau alors que tu ne fais pas de sport? Question première. Deuxième question, s'il fallait choisir pour l'avenir, parce que je sais que tu as des velléités de variété, s'il fallait choisir entre Drucker, Ardisson, par exemple, ou Ruquier, dans quel style, sur quelle piste tu irais? Salut Laurent, et bonne continuation. Ah, génial. Il me connaît bien, Gérard. Ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs. On a beaucoup de points communs. Si quelqu'un me dit je suis un peu son successeur, ça me fait énormément plaisir. Voilà. D'être son héritier, si je puis dire. Donc, alors c'est vrai que d'ailleurs dans mon clip, je le cite à un moment donné, Gérard Rolls, qui aime bien plaire, m'a conseillé de faire du jogging. Voilà. C'est vrai qu'il a toujours été épaté par ça. Mais donc, comme quoi, voilà, nos sports, nos stress, il n'y a pas besoin. Et sinon, je dirais Drucker, parce que Michel Drucker, c'est… D'abord, Ardisson, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, si je me mets à faire du Ardisson, si je dis est-ce que Sucé s'est trompé, je pense que là, tous ceux qui me connaissent vont avoir une réaction très négative, donc c'est pas du tout mon style. Michel Drucker, qui est en plus alors quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais bien, j'ai travaillé avec lui sur Vivement Dimanche, qui est une référence. Comme il dit, il a été vendu avec le Poste, mais si c'est vrai que c'est ma référence, et si un jour je peux lui succéder, ça serait formidable. Dans les variétés, le talk show, j'aimerais bien. Mais bon, ça, c'est un peu l'arlésienne, parce que le problème, c'est que, en fait, c'est les étiquettes, en fait, en France. Déjà, le Sardou, c'est miraculeux que j'ai pu le faire, parce que grâce à Michel, notamment, qui m'a fait confiance, donc c'est vrai qu'il y avait l'accord de l'artiste, etc. Mais c'est vrai que les responsables de chaîne, etc., alors, ils me voient comme
comme présentateur, animateur de sport, journaliste de sport, ça, il n'y a aucun problème. Et ils me font confiance, etc. Me voir dans un autre domaine, ça, c'est très compliqué. À dire, je vais lui faire confiance. Alors que quand je faisais Village Départ, par exemple, là, ça a été un hold-up de ma part. Hein. C'est-à-dire que c'est une émission qui était sportive, qui était animée par Henri Sagnier, que j'ai récupéré en 2005. Mais moi, je trouve que parler de l'événement, je fais court, hein, mais parler de l'événement, donc de l'étape avant qu'elle ait lieu, les gens, ça ne les intéresse pas en fait. Autant le vélo club qui suit l'étape, les gens ont besoin de débriefing avec nos spécialistes, nos consultants, etc. Ils ont besoin d'avoir des clés. Avant, ça ne sert à rien. On n'a rien à dire de particulier. Donc cette émission, je l'ai transformée en fait en émission de variété, c'est-à-dire l'aspect festif du Tour. Donc je me le suis approprié et on était parti d'une chanson en 2006-2007 et à la fin, il y avait 5 chansons. J'avais 5 artistes et puis il y avait du Paul Narev, du Stromae, du Christophe Maé. Ils venaient tous en fait et là j'étais animateur de variété. Mais c'est moi qui ai pris le pouvoir, si je puis dire. Daniel Villaléan, qui était notre directeur des sports, alors c'était le supporter numéro 1 de cette émission, mais la chaîne, elle regardait ça avec voilà, c'était pas vous voyez les difficultés, je ne sais pas si vous comprenez les difficultés pour changer de catégorie, de changer d'étiquette. C'est ça là, qui est compliqué. Bon, en tous les cas, voilà. Ça fait 1 heure qu'on discute ensemble. Laurent, je t'ai promis, c'est toi qui as débordé parce que tu as été bavard. Moi, ouais, je sais, je suis un peu bavard. Il faut que j'y aille après. Ah oui, 13h, ok. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, très bien, très bien. C'était très après. J'espère surtout que ça a plu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc ça me fait plaisir et j'espère qu'ils ont été satisfaits. Ils le sont, parce que je reçois pas mal de textos en même temps, j'arrive à les lire. Donc, en tous les cas, je voulais te remercier. Je voulais remercier Céleste, Victoire, Benjamin, Vincent et toute mon équipe pour avoir organisé l'événement. Je veux remercier les présidents qui étaient en ligne avec nous, Annick Verrier, j'ai vu Didier Boutmy aussi, j'ai vu un peu de monde. Voilà. Remercie Laurent, bonne continuation et puis à bientôt à Roland autour de l'écran. Merci. Ça marche. Merci Olivier, merci pour l'accueil et merci à tous. Salut, ciao. Ciao, ciao.